La lumière blanche du couloir vibrait légèrement, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Léo Caïn s'arrêta net. Son cœur se serra d'un coup, sans qu'il comprenne encore pourquoi. Quelque chose, une présence discrète, venait de traverser le coin de son regard. L'Institut xénobiologique devait être totalement vide dans cette aile à cette heure-là. Pourtant, derrière une paroi de verre, dans une salle d'observation censée être fermée, une petite silhouette immobile l'observait. Il cligna des yeux. La silhouette ne disparut pas. Une enfant proximani. Seule. Assise sur une chaise trop grande pour elle. Et surtout, avec une marque étrange sur la joue, une tache violette qui semblait pulser doucement comme un cœur miniature. Léo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Un frisson ancien, celui d'un médecin qui reconnaît le danger avant tout le monde. Son souffle se coupa. Cette marque, impossible. Pas ici. Pas maintenant. Avant qu'il puisse analyser ses propres gestes, il poussa la porte et entra dans la pièce. Merci d'être ici, d'où que vous regardiez cette histoire. Bienvenue dans mon récit, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour soutenir ces histoires. L'enfant tourna la tête vers lui, les yeux d'un argent pur, presque luminescent. Elle ne semblait pas effrayée, seulement fatiguée, comme si le monde lui pesait déjà trop lourd. « Bonjour, tu es perdu ?» demanda Léo doucement. Elle secoua la tête. Sa peau émeraude brillait sous les lampes froides. Une peau parfaite, sans imperfection, sauf cette tache violet sombre avec un motif délicat en forme d'étoile. Ce n'était pas une simple irritation, pas une tache naturelle, pas une blessure. Le cœur de Léo battit plus vite, lourd et douloureux. Cette marque, c'était le premier stade de la peste éosienne. Une maladie si discrète au début qu'elle passait souvent pour une légère allergie. Mais Léo l'avait étudiée autrefois, lorsqu'il avait encore le droit d'être médecin. Avant d'être réduit au rôle de concierge. Avant que tant de choses s'écroulent. La fillette leva lentement la main pour toucher la tache, comme si elle aussi la sentait brûler. « Comment tu t'appelles » demanda Léo, en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Iria » murmura-t-elle. Ce simple mot eut l'effet d'un poignard. Ce nom allait peut-être être perdu pour toujours si personne n'agissait. Et personne, absolument personne, ne remarquerait la maladie avant qu'il ne soit trop tard. Les proximants avaient toujours refusé l'expertise humaine dans ce domaine, persuadés que leur propre médecin savait tout mieux que les autres espèces. Léo inspira profondément. Il ne pouvait pas rester sans rien faire. « Est-ce que je peux regarder ta joue ?»« Juste regarder, promis. » L'enfant hocha timidement la tête. Il approcha doucement ses doigts, sans toucher la peau, observant la lueur, les contours, la chaleur qui se dégageait légèrement. Tout correspondait. Tout. E o sentit sem ventre sinoe. Elle était en danger. Non, pire, elle était en tout début de catastrophe. « Depuis quand tu as ça ?» demanda-t-il. « Depuis hier. Maman dit que ce n'est rien. » Léo ouvrit la bouche pour répondre, mais la porte de la salle explosa soudain contre le mur dans un claquement sec. Une femme proximane entra d'un pas vif, presque furieux, les yeux brillants d'une colère glacée. Sa peau émeraude était plus éclatante que celle de sa fille, et ses cheveux blancs étaient tirés en un chignon serré qui soulignait la dureté de ses traits. « Éloignez-vous de ma fille !» cria-t-elle. Léo se releva d'un bond. « Madame, écoutez-moi, Vous n'aviez pas le droit de la toucher, hurla-t-elle. Elle attrapa le bras d'Iria et la tira contre elle, comme si Léo était un prédateur dangereux. « Comment osez-vous » ? Je ne voulais pas lui faire du mal. Cette marque sur sa joue, elle n'est pas normale. Je crois savoir ce que c'est, et votre fille. Assez, coupa la femme. Vous êtes un simple concierge. Pas un médecin. Vous n'avez aucune compétence pour poser un diagnostic. Et encore moins sur un enfant proximant. Ces mots frappèrent Léo comme un coup de massue. Simple concierge. Comme si les années d'études, les opérations, les nuits sans sommeil à sauver des vies, n'avaient jamais existé. Madame, je vous en supplie. Cette marque pourrait annoncer une maladie grave. Très grave. Je ne veux pas vous effrayer, mais... Sécurité, cria la femme sans l'écouter. 2 gardes proximants entrèrent aussitôt dans la pièce. Grands, armés, impassibles. Cet humain a touché ma fille. Je veux qu'il soit expulsé immédiatement. Iria tira faiblement la manche de sa mère. Maman, il voulait juste m'aider. Silence, Iria. Les gardes saisirent Léo par les bras.
Il tenta encore une fois de se faire entendre. Votre fille doit être surveillée. Si sa fièvre monte ce soir, alors. Emmenez-le, coupa la mère. On l'entraîna dans le couloir comme un criminel. La dernière chose qu'il vit avant qu'on referme la porte, ce furent les yeux d'Iria, tristes, brillants d'une détresse qu'elle ne comprenait pas. Puis le silence retomba. Ce soir-là, Léo marcha longtemps dans les rues courbes de Proxima Prime. Il avait l'impression que la planète entière se moquait de lui. Les humains vivaient dans l'ombre des Proximans, souvent tolérés mais jamais respectés. On leur donnait les travaux les plus simples, les plus méprisants. On les surveillait de près. On leur interdisait les postes médicaux, scientifiques, politiques. La chute de Léo Caïn avait été brutale. Un médecin brillant, réduit au rôle d'homme d'entretien. Il arriva chez lui, un petit logement étroit, à la lumière violette des 2 lunes de Proxima. Il s'assit sur son lit et respira longuement. Son esprit était traversé par une seule image, la tache violette sur la joue d'Iria. Si c'était vraiment la peste éosienne, alors l'enfant avait peut-être déjà commencé à perdre la première bataille contre la maladie. Une alarme de nouvelles retentit soudain depuis son petit écran mural. Léo appuya, et les mots apparurent. 3 cas confirmés de peste éosienne dans le district central. E o sentit sangue se glacer. C'était le début. Il le savait. Il se passa les mains sur le visage. La colère, la frustration et l'impuissance se mêlaient en lui comme un torrent violent. Dans ce monde, qui écouterait un humain? Qui oserait croire qu'il savait reconnaître une maladie avant tout le monde? Qui accepterait que la survie de leurs enfants dépende d'un homme qu'ils avaient humilié et rejeté? Personne. Mais il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Léo se leva d'un mouvement soudain. Il sortit ses anciens dossiers médicaux, interdits désormais aux humains, mais qu'il avait conservés en secret. Il consulta des schémas, des descriptions, des symptômes. Tout concordait. Iria était malade. Elle avait besoin d'aide. Et personne ne ferait rien. Il resta ainsi des heures, penché sur son ancienne tablette, jusqu'à ce que la fatigue lui brouille la vue. Le silence de sa chambre lui semblait écrasant, lourd comme une main froide posée sur sa gorge. Il finit par s'allonger sans ôter ses vêtements. Dans le noir, une pensée tournait en boucle dans son esprit. Je dois trouver un moyen. Je dois la sauver. Mais le sommeil ne vint jamais vraiment. Seulement une succession d'images floues, les yeux d'Iria, la porte qui se referme, la tache violette qui s'étendait comme un poison lent. Il se redressa brusquement lorsqu'un bruit résonna dans son appartement. Un signal. Quelqu'un frappait. À 7 heures, Léo se leva avec prudence, s'approcha de la porte et regarda par le petit écran de contrôle. Son cœur s'arrêta une seconde. Devant sa porte, dans le couloir silencieux, se tenait la femme Proximane, la mère d'Iria. Elle ne ressemblait plus à l'autorité glaciale qu'elle avait montrée auparavant. Ses yeux étaient rouges, ses traits tendus, son corps légèrement tremblant. Léo ouvrit la porte sans réfléchir. La femme baissa la tête. Sa voix était faible, presque brisée. Jesus Tiria valem. Et je viens vous demander de l'aide. Ma fille a de la fièvre. Elle respire mal. La tache s'est étendue. Les médecins ne comprennent pas ce qu'elle a. Ils disent que tout va bien. Ils disent qu'ils s'en occupent. Mais, je sais qu'ils mentent. Je le sens. Elle releva les yeux vers lui. Des yeux pleins de terreur, de doute, et surtout de la peur la plus ancienne de toutes, celle de perdre un enfant. S'il vous plaît, aidez-moi. Le silence qui suivit était lourd, épais, presque sacré. Léo la regarda. Sa gorge se serra. Il comprit que la vie d'Iria ne tenait plus qu'à un fil, fragile comme une toile dans une tempête. E o inspira lentamente. Et dit, « Entrez !» Tyria entra lentement, comme si chaque pas lui coûtait un effort immense. Elle serrait un petit appareil médical proximant dans sa main, ses doigts tremblants autour du métal froid. Léo referma la porte derrière elle. Pendant un instant, seul le silence pesa entre eux, lourd comme une vérité impossible à fuir. « Où est Tyria ?» demanda-t-il doucement. « À l'hôpital central, dans l'unité d'isolement pour enfants. Ils disent que ce n'est rien, qu'elle réagit mal à un traitement préventif. Mais je les connais. Leur voix, leur regard. Ils cachent quelque chose. » Tyria retint un sanglot, comme si elle refusait de montrer la moindre faiblesse. Pourtant, son visage parlait pour elle. Sous la perfection élégante de ses traits proximants,
Léo voyait la fatigue d'une mère qui avait trop pleuré en silence. « Amenez-moi tout ce que vous avez observé, » dit-il. « Symptômes, progression, examen. Je dois tout savoir. » Elle tendit l'appareil, que Léo prit avec précaution. Les données se déployèrent instantanément. Température élevée, variation rapide du rythme cardiaque, diffusion accélérée des taches sur la peau, faible spasme musculaire. Tout correspondait exactement aux premières phases de la peste éosienne. Léo sentit un poids glacé s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement Iria. C'était le début d'une propagation. Pourquoi les médecins refusent-ils de dire la vérité ? Demanda Tyria d'une voix brisée. Parce que reconnaître la maladie signifierait déchaîner la panique, répondit Léo sans détour. Et parce que, pour eux, cette maladie ne devrait pas exister ici. Ils pensent qu'ils la contrôlent. Ils pensent qu'ils sont supérieurs. Mais ma fille... Tyria posa une main tremblante sur sem fronte. Je ne peux pas la perdre. Pas elle. Léo resta silencioso moment. Puis il prit une décision. Je vais vous aider. Peu importe ce que disent les autres. Mais vous devez comprendre quelque chose. Elle le fixa, les yeux écarquillés. Ce que je vais faire est interdit. Je n'ai pas le droit d'accéder aux données médicales proximanes. Je n'ai pas le droit de poser un diagnostic. Je n'ai pas le droit de traiter un patient. Et si vous ne faites rien? Léo inspira profondément. Alors Iria mourra. Cette phrase sembla briser quelque chose chez Tyria. Son visage se crispa, ses épaules s'affaissèrent. Elle resta ainsi quelques secondes, respirant difficilement, avant de murmurer. « Alors je ferai ce qu'il faut. Même si cela signifie aller contre ma propre espèce. » Léo hocha lentement la tête. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une flamme renaître au fond de lui. Une flamme qu'on avait essayé d'éteindre lorsqu'on lui avait retiré sa fonction de médecin. Une flamme qu'il croyait perdue. Le devoir. La vie. La vérité. Venez, dit-il. Nous devons commencer maintenant. Ils s'installèrent autour de la petite table métallique de Léo, couverte de papiers et d'anciens dossiers médicaux. Tyria observait tout avec une confusion mêlée d'inquiétude. Les humains n'avaient plus accès à la médecine depuis des années. Mais Léo semblait avoir conservé plus de connaissances que n'importe quel spécialiste reconnu. « Vous avez encore tout cela ?» demanda-t-elle. « Je ne pouvais pas simplement jeter une vie de travail, » répondit-il. Il alluma sa tablette médicale personnelle, un vieux modèle humain interdit désormais. Les symboles clignotèrent faiblement, comme s'ils renaissaient après un long sommeil. « Regardez, » dit Léo en projetant un schéma. La peste éosienne n'est pas seulement une maladie proximane. C'est un rétrovirus complexe, extrêmement intelligent. Il se cache dans les premiers stades, imitant une simple irritation. Ensuite, il bloque les défenses du corps et se multiplie sans bruit. Les signes sérieux n'apparaissent qu'au moment où il est presque trop tard. Tyria observait le schéma, le souffle court. Pourquoi nos médecins ne voient-ils pas cela? Parce que la maladie a été étudiée par les humains il y a longtemps. Et vos autorités ont effacé ces recherches lorsqu'elles ont imposé l'interdiction des sciences humaines. Vous n'avez plus accès à nos techniques d'analyse. Votre protocole actuel traite les symptômes, pas la cause. Cela veut dire que tous les enfants infectés sont en danger, termina Léo d'une voix grave. Et votre fille fait partie de ceux qui viennent d'entrer dans la zone critique. Tyria porta une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Léo posa doucement sa main sur la table, pas sur elle, mais assez près pour qu'elle comprenne qu'elle n'était plus seule. « Vous devez m'emmener à elle, » dit-il. « Ils ne vous laisseront jamais entrer. Ils vous connaissent. Ils vous ont expulsé hier. Alors nous contournerons les règles. Je n'ai pas besoin de passer par l'entrée principale. Je connais ce bâtiment mieux que la plupart des médecins. Durant des années, j'ai nettoyé chaque couloir, chaque salle, chaque passage. » Tyria resta silencieuse un moment, puis se leva brusquement. Alors allons-y maintenant. La ville semblait dormir, mais Léo savait que sous les lumières violettes, les gens commençaient déjà à murmurer des rumeurs. 3 cas officiels. Mais combien de cas cachés? Ils prirent un petit transport discret qui glissait presque sans bruit dans les rues luisantes. Tyria conduisait avec détermination. À plusieurs reprises, elle serra le volant si fort que ses articulations blanchirent. « Vous n'avez pas peur de perdre votre poste ?» demanda Léo. « Mon poste n'a aucune valeur si ma fille n'est plus là, » répondit-elle. Pour la première fois, Léo comprit.
Derrière sa froideur apparente, derrière son autorité, cette femme avait un cœur brisé par l'angoisse. Ils arrivèrent devant l'hôpital central. Le bâtiment ressemblait à une immense coquille de pierre blanche, avec des nervures lumineuses se déployant dans la nuit. Magnifique! Impenetrable. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas les secrets du lieu. Par ici, dit Léo. Ils contournèrent l'aile principale pour rejoindre une porte de maintenance qu'il avait ouverte des centaines de fois dans son ancien poste. Le code n'avait jamais été changé. Ironiquement, les Proximans se pensaient trop supérieurs pour croire qu'un simple humain pourrait représenter un danger. Un déclic. La porte s'ouvrit. Ils glissèrent à l'intérieur. Le couloir était sombre, silencieux. Les lumières d'urgence projetaient des ombres qui semblaient trembler sur les murs. Tyria avançait vite, mais Léo la guidait en chuchotant. Pas par là. Trop de caméras. Suivez-moi. Ils empruntèrent un escalier étroit, puis un passage réservé au transport de matériel médical, puis enfin un couloir plus large, menant vers les salles d'isolement. Léo sentit son cœur battre fort. Il n'avait pas remis les pieds ici depuis qu'on l'avait humilié. Les souvenirs revenaient, ses collègues détournant le regard, ses dossiers confisqués, son titre retiré. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Un enfant avait besoin de lui. Devant la salle d'Iria, 2 gardes stationnaient. Tyria s'arrêta, hésitant un instant. Puis elle s'avança d'un pas ferme. « Je suis la mère. Laissez-moi passer, dit-elle. » Les gardes se regardèrent, puis l'un d'eux acquiesça. Les Proximans respectaient profondément les liens familiaux. Personne ne pouvait refuser l'accès d'une mère à son enfant. Léo la suivit de près. Le garde leva une main. « Lui non. » Tyria se tourna brusquement vers les gardes, les yeux flamboyants. « Il est mon conseiller scientifique. Il m'accompagne. C'est une urgence. » Les gardes hésitèrent. Léo sentit la tension monter comme une corde prête à se rompre. Puis, après un long moment, ils s'écartèrent. Ils entrèrent. Iria était allongée dans un lit lumineux, entourée de capteurs et de tubes translucides. Sa peau, jadis éclatante, semblait terne. Les taches violettes s'étaient étendues sur son visage, son cou, ses bras. Son souffle était rapide, trop rapide. Son petit corps tremblait parfois, comme traversé par un frisson invisible. Léo sentit un choc violent dans sa poitrine. Il s'approcha et posa doucement une main près du lit, sans toucher la fillette. « Iria, je suis là, » murmura-t-il. Les yeux argentés s'ouvrirent à peine. « Monsieur du couloir. » souffla-t-elle. « Oui, » dit-il avec un sourire triste. « Je ne t'abandonnerai pas. » Tyria se pencha sur sa fille, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle. Léo observa les données affichées. La maladie avançait vite. Trop vite. Si nous attendons, elle n'aura plus aucune chance. Nous devons agir avant que les organes ne commencent à faiblir. Agir comentem menkot. Léo détourna le regard du moniteur vers Tyria. Ses yeux étaient déterminés, brûlants. Je dois préparer un traitement expérimental. Et pour ça, nous allons devoir quitter l'hôpital. Tyria le fixa, stupéfaite. Quitter? Maintenant? Oui. Ici, ils me dénonceront. Ils ne me laisseront rien faire. Mais dans votre laboratoire privé, nous pourrions peut-être sauver votre fille. Iria respira difficilement. Tyria essuya ses larmes. Puis, d'une voix ferme. Alors nous partons maintenant. Et tout bascula. Tyria resta immobile un instant devant le lit de sa fille, comme paralysée entre la peur et la décision. Iria, faible, respirait par petites secousses. La lumière douce de la salle d'isolement dessinait des ombres tremblantes sur son visage. Léo sentait le temps lui échapper, comme si chaque seconde était avalée par une force invisible. « Nous devons partir », répéta-t-il doucement mais fermement. Tyria inspira profondément, essuya son visage du revers de la main et se redressa. La femme froide et autoritaire de l'Institut avait disparu. À sa place se tenait une mère prête à tout. « Aide-moi à la soulever », dit-elle. Léo hocha la tête. Ils débranchèrent avec soin les tubes translucides, les capteurs, tout ce qui attachait Iria à la machine. Chaque geste de déconnexion faisait hurler les alarmes silencieuses du système, mais Tyria activa rapidement une commande sur le mur, coupant les signaux de surveillance. Elle avait accès à des codes que seuls les chercheurs de haut rang connaissaient. Quand Tyria fut libre, Léo la prit délicatement dans ses bras.
La fillette était si légère qu'il sentit son cœur se serrer. Sa peau émeraude brûlait d'une chaleur inquiétante. « Tiens bon, murmura-t-il près de son oreille. Je te promets que je vais faire tout ce que je peux. » Les yeux de la petite s'ouvrirent doucement. « J'ai froid. Je sais. On va t'aider. » Tiria ouvrit la porte de la chambre. Les deux gardes se tournèrent vers eux, surpris de voir la fillette dans les bras de Léo. « Que faites-vous » demanda l'un d'eux, fronçant les sourcils. Tyria répondit immédiatement, d'une voix calme mais tendue. « Nous la transférons en urgence. Le médecin principal l'a ordonné. Laissez-nous passer. » Les gardes échangèrent un regard. Quelque chose dans le ton de Tyria, son autorité naturelle, son statut évident, les fit hésiter. Un instant plus tard, ils s'écartèrent. Léo sentit un souffle de soulagement. Il traversa le couloir rapidement. Les pas de Tyria résonnaient derrière lui. À chaque tournant, il craignait de tomber sur un autre médecin, un responsable, un garde suspicieux. Le cœur de Léo battait si fort qu'il avait l'impression que le son remplissait le couloir. Ils atteignirent enfin la sortie de service. Une fois dehors, l'air de la nuit frappa leur visage. Les deux lunes pâles éclairaient la ville de leur lueur violette, donnant au monde un aspect irréel. Les bâtiments de pierre blanche se dressaient comme des statues silencieuses. Tyria ouvrit le véhicule avec son bracelet d'identification. Léo installa Iria sur la banquette arrière, la couvrant d'une fine couverture chauffante. Il s'assit près d'elle, tout en gardant une main sur son bras pour la rassurer. Tyria monta à son tour et lança le véhicule. « Direction l'Institut » dit-elle, la voix tremblante mais décidée. Le véhicule s'éleva doucement et glissa dans les airs. Pendant le trajet, Léo ne quittait pas Iria des yeux. La tache violette sur sa joue s'était encore étendue, comme une fleur sombre qui ouvrait ses pétales. Ses lèvres avaient perdu leur couleur naturelle. Son souffle était court, irrégulier. Elle s'affaiblit, murmura-t-il. « Combien de temps nous reste-t-il » demanda Tyria sans quitter la route des yeux. « Quelques heures, peut-être moins. La maladie progresse plus vite chez les enfants. » Tyria Serra levou-la. « Alors vous devez réussir. » Ils arrivèrent devant l'Institut xénobiologique, immense structure de verre et de métal organique qui semblait respirer avec la nuit. L'entrée principale était protégée par des scanners lumineux et des gardes armés. Mais Tyria ne se dirigea pas vers l'entrée. « Nous passerons par la section de recherche privée, » dit-elle. « Les gardes ne contrôlent pas cette zone. Pas à cette heure. Seuls quelques chercheurs de haut rang y ont accès. Et j'ai déjà désactivé certaines surveillances. » Elle guida le véhicule vers une petite plateforme latérale, presque invisible depuis la rue. Un panneau lumineux reconnut son bracelet et s'ouvrit en silence. Ils entrèrent. Le laboratoire personnel de Tyria était vaste, lumineux, et rempli d'appareils qu'aucun humain n'aurait été autorisé à toucher. Les murs étaient couverts d'écrans et de schémas biologiques. Au centre, une grande table d'analyse se déploya automatiquement lorsque Tyria approcha. « Posez-la ici » dit-elle à Léo. Il installa Iria sur la table, qui s'adapta à sa taille. La lumière douce illumina son petit visage malade. « Elle ne doit pas souffrir » murmura Tyria, la voix brisée. Léo posa une main sur son épaule. « Je ferai tout pour elle. » Il alluma un projecteur médical et examina la progression du virus. La couleur, la texture, la chaleur, tout confirmait un stade avancé. La maladie avait déjà commencé à pénétrer les couches internes de la peau. « Je dois préparer le mélange » dit-il. Tyria se tourna vers lui. « Dites-moi ce dont vous avez besoin. Je peux synthétiser n'importe quelle substance autorisée ou interdite. Peu m'importe. » Léo respira profondément. « Je vais avoir besoin de 3 composés humains modifiés et de 4 extraits proximants. Ils doivent être mélangés dans un ordre très précis. Ensuite, il faudra activer la chambre de fusion biologique. C'est dangereux. Oui. Si une erreur est faite, le mélange devient toxique. » Tyria acquiesça sans hésiter. « Dites-moi quoi faire. » Ils se mirent au travail. Léo se tenait devant une console, organisant les formules, vérifiant chaque détail de sa mémoire. Il n'avait plus pratiqué depuis des années, mais ses mains semblaient se souvenir d'elles-mêmes. Les gestes revenaient, précis, rapides, instinctifs. Tyria, de son côté, manipulait les machines avec une aisance presque gracieuse. Ses mouvements étaient fluides, calculés, parfaits. Ensemble, ils formaient un duo étrange.
un humain déchu et une scientifique proximane réputée. Mais ce soir-là, ils n'étaient ni l'un ni l'autre. Ils étaient simplement deux adultes qui tentaient de sauver une enfant. Ce composé doit être chauffé à une température très précise, expliqua Léo. Je m'en occupe. La chambre de fusion commença à vibrer. Un liquide doré se forma peu à peu, comme une essence vivante. Maintenant, ajoutez le catalyseur, dit Léo. Tiria versa lentamente líquido violet. La couleur changea instantanément, passant du doré au bleu profond. C'est normal? Demanda-t-elle, inquiète. Oui. Cela signifie que le rétrovirus commence à se dissoudre. Ils continuèrent ainsi, étape après étape. À mesure que le traitement prenait forme, l'air du laboratoire semblait se charger d'une tension invisible. La lumière pulsait doucement comme un cœur battant. Lorsque la dernière étape fut terminée, Léo prit une profonde inspiration. C'est prêt. Tyria s'approcha du mélange. Et maintenant? Maintenant, nous lui administrons. Mais il y a un risque. Ce traitement n'a jamais été testé sur un enfant proximant. Elle va mourir si nous ne faisons rien, dit Tyria. Je choisis l'espoir. Léo hocha la tête, ému malgré lui. Il prépara une petite dose dans une seringue translucide et s'approcha du lit. Iria était inconsciente, son souffle faible. Il leva une dernière fois les yeux vers Tyria. Êtes-vous certaine? Elle posa une main sur la tête de sa fille. Faites-le. Léo injecta lentement le traitement. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis tout se précipita. L'ecoeur de Iria embala soldai. Les capteurs s'illuminèrent de rouge. La fillette se mit à trembler violemment. Tyria poussa un cri étouffé. C'est normal, dit Léo, même s'il sentait la peur lui brûler la gorge. Son corps réagit. La maladie se défend. Tenez-la, doucement. Les tremblements devinrent plus forts. Ses yeux s'ouvrirent et se fermèrent rapidement. Un gémissement faible s'échappa de ses lèvres. Iria. Sanglota Tyria. La tache violette sembla se contracter, puis s'étendre encore. Comme si quelque chose luttait à l'intérieur. Léo observait les données. Chaque ligne oscillait entre la vie et l'effondrement. Tiens bon, tiens bon. Le corps de la fillette se crispa une dernière fois, puis se détendit complètement. La lumière rouge passa lentement au jaune, puis au vert. Léo sentit ses jambes faiblir. Ça fonctionne, souffla-t-il. Tyria posa une main sur sa bouche, des larmes coulant sans retenue. Elle s'effondra presque sur la table. Iria. Ma petite Iria. La fillette respira plus calmement. Les taches violettes s'étaient légèrement éclaircies. Ce n'était pas fini, mais c'était un début. Un début d'espoir. Léo s'autorisa enfin à respirer profondément. Il avait réussi la première étape. Mais soudain, une alarme discrète retentit dans le laboratoire. Tyria se retourna brusquement. « Quelqu'un vient vers nous » dit-elle, la voix tremblante. La porte du laboratoire montra des ombres derrière la vitre. Des silhouettes. Pas une. Pas deux. Plusieurs. Léo sentit son cœur s'arrêter. « Ils nous ont trouvés » murmura-t-il. Et la suite serait un combat encore plus dangereux. La lumière du laboratoire se mit à trembler doucement, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Les silhouettes derrière la porte se rapprochaient, lourdes, déterminées. Léo sentit son cœur battre contre sa poitrine, prêt à exploser. Tyria se tenait juste devant la table où dormait maintenant Iria, épuisée mais vivante. La mère posait une main protectrice sur son bras, son visage déjà tendu vers la porte. « Ils ne doivent pas entrer » murmura-t-elle. « S'ils entrent, ils confisqueront le traitement » répliqua Léo d'une voix basse. « Et ils nous accuseront d'avoir mis en danger une mineure proximane, ou pire. Ils la laisseraient mourir. » Le silence de Léo fut une réponse. Tyria inspira profondément, rassembla son courage et s'avança vers le panneau de contrôle près de la porte. Les éclats de voix des gardes se faisaient de plus en plus nets. On entendait des ordres rapides, secs. Il savait que quelqu'un se trouvait dans ce laboratoire pourtant réservé aux chercheurs autorisés. « Je peux verrouiller la porte » dit Tyria. « Pas longtemps. Peut-être une minute, deux. » Léo regarda Iria. La fillette respirait un peu mieux, mais son corps était encore fragile, comme une flamme qui danse avant de s'éteindre ou de se raviver. Le traitement commençait à agir, mais sa réussite dépendait encore de plusieurs étapes.
On n'a pas besoin de plus, dit Léo. 1 minute suffit pour préparer la prochaine dose. Après ça, la porte vibra soudain, comme frappée par un objet lourd. Tyria activa la fermeture renforcée. Une lumière rouge s'alluma. Porte verrouillée, dit une voix métallique. Un nouveau coup retentit, plus fort. Les gardes étaient déterminés. Occupez-vous d'Iria, dit Tyria d'une voix ferme. Je gagne du temps. Léo hocha la tête, courant vers la table où reposaient les autres fioles. Il devait préparer un second mélange, plus doux mais nécessaire pour stabiliser le système immunitaire de la fillette. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'urgence brûlante de sauver une vie. Pendant ce temps, Tyria s'approcha de la porte et activa l'interphone. « Qui êtes-vous ? Pourquoi tenter de forcer mon laboratoire ?» lança-t-elle avec froideur. Une voix grave répondit immédiatement. « Chercheuse Tyria Valin, ouvrez cette porte. Vous êtes accusée d'avoir désactivé les systèmes de surveillance. Nous avons aussi détecté la présence d'un humain non autorisé. Ouvrez ou nous détruisons la serrure. » « Vous ne détruirez rien, répliqua-t-elle sèchement. Il y a un enfant malade ici. Un silence. Puis, cet enfant doit être transféré. Les traitements non approuvés sont dangereux. Remettez-nous la fillette. Tyria lança un regard discret à Léo. Celui-ci secoua la tête imperceptiblement. Jamais, murmura-t-elle. Puis elle reprit, plus fort, vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Vous appliquez des protocoles qui ne fonctionnent pas. Vous sacrifiez ces enfants pour préserver votre orgueil. Un grondement se fit entendre derrière la porte. Les gardes semblaient furieux. Dernier avertissement, ouvrez la porte. La lumière rouge passa au jaune. Verrou affaibli. Léo sentit une goutte de sueur couler le long de son front. Le mélange qu'il préparait changeait de couleur lentement. Il fallait attendre l'instant précis où la teinte passerait du bleu au vert clair. Trop tôt, inefficace. Trop tard, dangereux. Vite, vite, murmura-t-il. La porte vibra une nouvelle fois, si fort que même les lampes suspendues frémirent. On entendait les gardes murmurer entre eux, organisant leur prochaine frappe. Tyria demanda d'une voix dure. « Combien de temps encore ?»« 30 secondes, répondit Léo en serrant les dents. Une fissure se forma sur le cadre de la porte. Le métal lui-même geignait sous la pression. 15 secondes, ajouta-t-il. Tyria serra les punhos. Tenez bon. La porte se déforma légèrement. Un bruit strident retentit. 5 secondes, 4, 3, 2. La couleur du mélange devint soudain claire, lumineuse, d'un vert presque apaisant. C'est bon. Au même moment, la porte explosa vers l'intérieur dans un fracas métallique. Des morceaux volèrent sur le sol. 3 gardes proximement entrèrent, leurs armures claires réfléchissant les lumières. Ils semblèrent surpris de voir Tyria leur faire face, droite, immobile, le regard brûlant. Léo, derrière elle, tenait déjà la seringue remplie du deuxième traitement. « Reculons, dit l'un des gardes. Il y a un enfant et... » Il n'eut pas le temps de finir. Tyria leva sa main avec une autorité glaciale. « Ne faites pas un pas de plus. » Les gardes se figèrent. La réputation de la chercheuse Valin n'était plus approuvée. Elle n'était pas seulement une scientifique. Elle était l'une des figures majeures de son domaine. Aucun garde n'avait intérêt à s'opposer frontalement à elle. « Cet enfant, dit-elle en désignant Iria, est ma fille. Et elle survivra. Que cela vous plaise ou non. » Un silence lourd suivit. Les gardes échangèrent un regard incertain. La présence d'un humain n'était plus leur priorité. Le conflit prenait une dimension personnelle et politique. « Vous mettez en danger l'institut tout entier », tenta l'un des gardes. « Je sauve une vie », répondit Tyria. « Si vous voulez m'arrêter, faites-le. Mais vous devrez me passer sur le corps. » Les gardes hésitèrent encore. Léo en profita pour contourner la table et administrer rapidement la deuxième injection à Iria. La fillette trembla, mais moins fortement que la première fois. Ses paupières frémirent. Sa respiration devint plus régulière. Le traitement fonctionnait. « Maman !» murmura-t-elle faiblement. Tyria se tourna brusquement, oublia totalement les gardes pour s'agenouiller près du lit. « Je suis là, ma douce. Je suis là. Reste avec nous. » Léo sentit une émotion violente lui monter à la gorge. À ce moment-là, rien d'autre n'existait.
Pas les gardes, pas les lois, pas l'interdiction. Juste une mère et sa fille suspendues au fil fragile de la vie. Mais la réalité les rattrapa. Le chef des gardes leva son communicateur. Préparez l'isolement. Et prévenez le directeur Naren. Il doit venir immédiatement. Tyria se redressa lentement, les yeux chargés d'un feu sombre. Le directeur Naren, répéta Léo. Celui qui refuse d'écouter les données? Celui qui nie l'épidémie? Oui, dit le garde. Il doit trancher sur vos actions. Des pas approchèrent dans le couloir. Homem entra. Grand, à la peau émeraude plus sombre que celle de Tyria, vêtu d'une tenue de chercheur de haut rang. Ses yeux gris avaient la dureté du métal. Certa Naren. Tyria Valin, dit-il d'une voix froide, vous avez franchi une frontière dangereuse. Qu'avez-vous fait à cet enfant? Tyria s'avança d'un pas. Ce que vous n'avez pas eu le courage de faire, tenter de la sauver. Naren ne la regardait même pas. Ses yeux étaient fixés sur Léo. Et vous, un humain, encore en train de jouer au médecin. Léo soutint son regard. Je suis médecin. Que vous l'acceptiez ou non. Un murmure parcourut les gardes. Naren se aproxa do lit e o observa iria. Puis il consulta l'écran. Ses yeux s'ouvrirent légèrement. Les marqueurs immunitaires, ils montent. Léo sourit faiblement. Oui. Parce que nous avons ciblé la source de la maladie, pas ses conséquences. Tyria croisa les bras. Vous voyez? Il existe une solution. Naren se tourna lentement vers elle. Ce traitement est interdit. Interdite? Ou ignoré, répondit-elle. Vous laissez des enfants mourir par fierté. Vous refusez l'aide d'un humain parce que cela vous dérange. Naren resta silencioso moment. Puis il leva la main pour donner un ordre. Les gardes se raidirent. Tyria se plaça instinctivement devant sa fille. Mais l'ordre ne tomba pas. À la place, Naren dit « Continuez ». Tyria et Léo restèrent figés. « Pardon », demanda Léo. « Continuez le traitement », répéta Naren. « Nous allons observer. Et si cela fonctionne réellement, il faudra traiter les autres enfants. » Tyria avança de pas furioso. Vous ne toucherez pas à mon travail pour en tirer gloire. Naren leva calmamente caulamen. Ce n'est pas pour la gloire. C'est parce que votre fille n'est pas la seule en danger. Il y a déjà 42 enfants infectés. Les symptômes se renforcent. L'épidémie se propage. Nous n'avons plus le temps. Léo sentit une vague glacée lui traverser la colonne vertébrale. Quarante Deus. C'était devenu incontrôlable. Il serra les dents et dit. Alors préparez toutes vos équipes. Ce traitement doit être reproduit. Et vite. Naren hocha la tête. Très bien, mais vous serez surveillés. Tyria lança un regard à Léo. Dans ses yeux, il y avait de la peur. De la fatigue. De la colère. Mais surtout, une détermination farouche. Nous n'avons rien à cacher, dit-elle. Léo acquiesça. Derrière eux, Iria ouvrit lentement les yeux. Son regard était plus clair. Plus vivant. Elle vit sa mère. Elle vit Léo. Et elle sourit faiblement. Pour la première fois depuis longtemps, Léo sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Il avait ramené une vie vers la lumière. Mais ce n'était que le début. Dehors, l'épidémie avançait. Et maintenant, ils avaient une chance de sauver tous les enfants. Une chance fragile. Une chance interdite. Mais une chance quand même. Le silence dans le laboratoire devint étrange, presque irréel, juste après que Naren eut prononcé son ordre. Les gardes restèrent immobiles, comme figés par l'importance de ce qu'ils venaient d'entendre. Léo sentit la tension dans sa propre poitrine diminuer légèrement, mais il n'osait pas entièrement se détendre. Ce n'était pas terminé. Pas encore. La bataille contre la maladie venait à peine de commencer. Iria, étendue sur la table, respirait plus régulièrement. La couleur de ses joues reprenait un éclat faible mais rassurant. Les taches violettes perdaient lentement leur intensité. Léo posa 2 doigts près de son cou. Son pouls était plus stable. Tyria, encore agenouillée près de sa fille, leva les yeux vers lui, remplie d'une gratitude silencieuse. Elle se releva doucement, essuyant ses larmes. « Merci », murmura-t-elle. Léo secoua la tête. « Ce n'est pas fini.
Nous devons renforcer son système avant que le virus ne change de forme. Naren s'approcha à son tour. Son visage restait dur, mais ses yeux avaient perdu une partie de leur arrogance. Si ce traitement fonctionne réellement, dit-il, il doit être reproduit immédiatement. Les autres enfants n'ont plus beaucoup de temps. Tyria se redressa complètement et fixa Naren avec une force nouvelle. J'espère que vous comprenez ce que cela signifie. Nous suivons un protocole humain. Et c'est un humain qui l'a conçu. Si nous voulons sauver les enfants, vous devrez accepter de travailler avec lui. Le directeur resta silencieux quelques secondes. On aurait dit qu'il luttait contre quelque chose en lui, une idéologie trop rigide, un orgueil trop ancien. Enfin, il répondit. Je travaillerai avec quiconque peut arrêter cette maladie. Même si cela menace mes convictions. La vie des enfants passe avant tout. Léo sentit un choc lui traverser le corps. Cet homme, si froid, si sûr de sa supériorité, venait d'abaisser sa barrière. Pas entièrement, mais assez pour laisser passer une lueur d'humanité. Tyria se tourna vers Léo. Dirige le protocole. Je te suis. Il hocha la tête sans hésitation. Très bien. Préparez la salle de synthèse. Nous devons produire plusieurs doses rapidement et adapter la formule pour chaque enfant. Naren dona desordres. Les gardes quittèrent la pièce. 2 chercheurs proximants arrivèrent en hâte, étonnés et nerveux. Tout le monde sentait que quelque chose d'inédit était en train de se produire. Un humain prenait la tête d'une opération médicale sur Proxima. Les heures qui suivirent furent intenses, presque irréelles. Le laboratoire se transforma en ruche d'activité. Léo donnait des instructions précises, souvent rapides, parfois risquées. Tyria les exécutait avec une précision parfaite. Les chercheurs proximants vérifiaient, ajustaient, testaient. Pour la première fois depuis des années, humains et proximants travaillaient côte à côte, sans barrière, sans mépris, sans peur. Léo sentait les vieilles sensations revenir, la concentration totale, la lucidité brûlante, l'instinct médical pur. Ses mains bougeaient sans hésitation. Ses mots étaient clairs. Il n'avait plus l'impression d'être un intrus. Il était de nouveau à sa place. La science reprenait ses droits sur la politique. À chaque mélange réussi, un espoir naissait. À chaque dose prête, un enfant gagnait quelques heures supplémentaires. Mais chaque minute comptait. La maladie avançait. Tyria travaillait sans relâche, ses gestes rapides, son front couvert de sueur. Léo voyait dans ses yeux la peur constante que quelque chose échoue, que la vie de sa fille bascule à nouveau dans l'ombre. Mais plus les machines chantaient, plus la tension se transformait en détermination. Premier lote preto. Annonça Léo. Naren ocha latete. Les enfants sont prêts dans l'aile d'isolement. Commencez par les plus critiques. Les doses furent transportées sous escorte. Léo suivit, accompagné de Tyria, tandis que Naren marchait juste derrière eux. Le couloir semblait interminable. Des cris, des pleurs, des murmures se faisaient entendre de loin. Les parents étaient rassemblés, désespérés, fatigués, certains en colère, d'autres silencieux. Quand ils virent Tyria arriver, puis aperçurent Léo, un murmure parcourut la foule. Un humain? Pourquoi un humain? Que fait-il ici? Peut-il sauver nos enfants? Est-ce une folie? Tyria leva la main. Écoutez-moi. Le couloir se calma aussitôt. Son autorité naturelle fit taire les doutes. Nous avons trouvé un traitement. Il fonctionne. Ma fille a déjà réagi positivement. Nous allons maintenant tenter de sauver les vôtres. Une vague d'émotion traversa les parents. Certains éclatèrent en sanglots. D'autres se précipitèrent vers elle, implorant, suppliant. Un père s'agenouilla même en tenant les mains de Tyria. S'il vous plaît, sauvez-le. Tyria posa une main sur son épaule, le regard rempli de compassion. Nous ferons tout ce que nous pouvons. Naren prit une voix forte. Le protocole a été conçu par cet homme. Il désigna Léo. Un silence immense suivit. Tous les regards se tournèrent vers lui. Léo sentit une étrange chaleur envahir son ventre. Ce silence n'était pas hostile. Il était plein d'espoir, d'attente, de peur aussi. Mais pour la première fois, personne ne détourna les yeux de lui comme d'un paria. Tyria ajouta. C'est lui qui sauvera vos enfants. Faites-lui confiance. Les parents acquiescèrent, certains timidement, d'autres avec plus d'assurance.
Léo inspira profondément et entra dans la première salle d'isolement. Un petit garçon reposait sur un lit identique à celui d'Iria. Ses yeux étaient fermés, sa peau terne. La tache violette sur son cou s'étendait comme des racines sombres. Léo s'approcha et administra la dose. Pendant un moment, rien ne bougea. Le garçon resta immobile. Tiria, derrière lui, serra les lèvres. Puis le moniteur afficha une légère baisse de la température. Un mouvement presque imperceptible apparut dans sa respiration. Les cellules du rétrovirus se désintégraient. Ça marche, murmura Léo. Tyria ferma les yeux de soulagement. Ils passèrent au suivant. Puis au suivant. Puis encore un autre. Chaque enfant réagissait différemment. Certains tremblaient, comme Iria. Certains se calmaient immédiatement. Un ou deux eurent des réactions plus fortes, nécessitant un ajustement rapide du traitement. Mais aucun ne s'aggrava. Aucun ne glissa vers la mort. La nouvelle se propagea dans l'hôpital comme une vague de lumière. On entendait dans les couloirs des sanglots de soulagement, des rires nerveux, des prières chuchotées. L'espoir renaissait. Lorsque le soleil se leva enfin sur Proxima, les deux lunes s'effaçant lentement dans le ciel, Léo s'appuya contre un mur, épuisé. Son corps tremblait, vidé. Tyria, juste à côté, semblait tout aussi fatiguée, mais son regard brillait d'une force qu'il n'avait jamais vue chez elle. Naren arriva, tenant une tablette de données. Son visage était grave, mais son ton n'avait plus la froideur d'avant. Tous les enfants sont stabilisés, dit-il. Aucun décès cette nuit. Le virus recule. Tiria retinha sanglote. Léo ferma les yeux, laissant cette phrase s'inscrire dans son esprit comme une victoire immense. Naren ajouta. Vous avez sauvé notre peuple d'une catastrophe. Vous avez fait ce que nous avons refusé de faire. Vous avez uni nos savoirs. Il inspira profondément. Je vous dois des excuses. Léo ouvrit les yeux. C'était la première fois qu'il entendait ces mots venant d'un proximant haut placé. Vous avez été humilié, injustement. On vous a retiré votre titre, votre dignité, votre rôle. Pourtant, ce soir, vous avez prouvé que votre esprit, lui, ne peut être effacé. Tyria posa une main sur l'épaule de Léo. Vous êtes médecin, dit-elle doucement. Vous l'avez toujours été. Léo sentit sa gorge se serrer. Pour la première fois depuis des années, il se sentit reconnu. Entier. Vrai. Naren conclut. Nous vous rendrons votre place. Pas comme concierge. Comme médecin interespèce. Avec tout le respect que cela implique. Un souffle passa dans la poitrine de Léo. Il regarda Tyria, puis Iria dans la salle voisine, qui dormait paisiblement, sauvé. Il n'était plus un homme brisé. Il était redevenu ce qu'il avait toujours été, quelqu'un qui sauve des vies. Plus tard, alors qu'il sortait enfin du bâtiment, épuisé mais vivant, les parents des enfants traités se levèrent à son passage. Ils s'écartèrent, formant une allée silencieuse. Un père posa une main sur son cœur. Une mère inclina la tête. Un jeune garçon réveillé lui fit un signe de remerciement. Et chacun murmurait les mêmes mots, comme une vague qui se déplaçait dans l'air. Merci, merci, merci. Léo sentit les larmes lui monter aux yeux. Il marcha au milieu de cette allée, lentement, humblement, tandis que la lumière du matin glissait sur lui. Il pensa à son ancien titre, à sa chute, à toutes les humiliations. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Il avait prouvé quelque chose que personne ne pourrait plus effacer. L'humanité peut tomber. Mais elle se relève toujours. Et parfois, elle sauve le monde tout entier.